Donc bonjour, merci. Romain Léco, donc je suis un des cofondateurs et dirigeants de la jeune entreprise Silcoa. Alors je suis sûr que ici, si on parle de deep tech, d'innovation de rupture, le premier objet auquel on pense, c'est ce genre de choses. Un emballage, en plastique en l'occurrence. Eh bien, je peux vous dire que le domaine de l'emballage est excessivement riche en défis technologiques, en challenges scientifiques de tous ordres, en particulier quand il s'agit des problématiques environnementales liées à l'emballage. Alors, les emballages aujourd'hui, clairement, c'est pas pour rien que j'ai pris ça dans les mains, c'est quand même essentiellement du plastique. Du plastique rigide, du plastique... Alors je vais balancer personne, de toute façon, tous les industriels en sont à peu près au même point. Du plastique souple, voire des composés multimatériaux, tout le monde reconnaît, des briques, etc. Alors, ces plastiques, c'est plusieurs centaines, à usage unique, c'est plusieurs centaines de millions de tonnes chaque année, dont hélas une faible partie de l'ordre de 25% est recyclée et une partie vraiment infime réutilisée. Les plastiques et les matériaux complexes a fortiori, on en parle tous les jours, vous voulez tous les jours passer dans les journaux des articles relatifs aux méfaits des plastiques dans les océans, dans les organismes vivants, au fin fond de nos propres cellules, on a des microparticules, etc. etc. C'est pas la peine que j'en fasse des tonnes là-dessus. Donc en gros, le plastique, on n'en veut plus. Et pour finir sur le point, on a même une réglementation européenne et française, avec la loi AGEC, qui se met en place. Alors, l'actualité est bien là pour nous le rappeler, c'est des fois deux pas en avant, un pas en arrière sur ce terrain-là, mais enfin, bon an, mal an, il y a quand même un cap qui est fixé, avec en 2040 l'objectif de supprimer les plastiques à usage unique en tout cas. Bon, bien, donc les plastiques, on n'en veut plus. Maintenant, on fait quoi ? Alors, précisons tout de suite que chez Silcoa, on considère, même si on est dans le domaine de l'emballage, que le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Quand même, je tiens à le rappeler. Maintenant, pour autant, si on veut remplacer un emballage en plastique avec une autre solution, quelles sont les possibilités ? Alors, il y a un certain nombre de matériaux exotiques, plus ou moins exotiques, qui existent à disposition des industriels et des phases plus ou moins matures. Mais moi, ce que je souhaiterais surtout parler avec vous d'un matériau bien mature, qui existe, qui est là, c'est le papier. Alors le papier présente un certain nombre d'avantages du point de vue environnemental. Déjà, il est biosourcé et avec une source renouvelable. Et puis d'un point de vue industriel, le papier bénéficie d'une infrastructure de production et de recyclage mature, capacitaire dans la plupart des pays développés. D'ailleurs, les solutions d'emballage en papier existent. Je ne fais pas de la pub, D'ailleurs, je vais tourner. Voilà. C'est pas ultra moderne, Il y a même... Bon, celui-là, je ne suis pas sûr que ce soit 100% papier, mais enfin bon, il y a des solutions qui existent en papier, donc rien de neuf. Là où ça se complique avec le papier, c'est dès qu'il va y avoir de l'eau. Ça fait partie des qualités, mais aussi des faiblesses congénitales du papier, c'est sa sensibilité à l'eau. Donc dès qu'il va s'agir d'être en contact avec du liquide, ou même simplement en présence d'humidité, ou de préserver de l'humidité. Si vous essayez de conserver du pain là-dedans, vous savez bien que ça va sécher. Et inversement, si vous voulez préserver des biscuits secs là-dedans, même en le fermant bien et en mettant du scotch, le biscuit sec, il va devenir humide. Donc là, on a un problème avec le papier. Alors, vous allez me dire, oui, mais il existe quand même des tas de choses en papier. Je balance non plus personne. Ce genre d'emballage de thé, par exemple, ça a l'air d'être du papier.
Alors là, en l'occurrence, c'est bien visible. Vous avez en fait à l'intérieur un petit film en plastique. De même, ce genre de gobelet, on peut avoir l'impression que c'est du papier. En réalité, on va avoir soit une pellicule de plastique par-dessus et ou un certain nombre d'additifs pas nécessairement biosourcés à l'intérieur du papier. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Vous avez ce genre de combinaison, voilà, qui ont l'apparence du papier, hein, tel le Canada Dry, mais qui en réalité ne sont pas du papier, ou en tout cas sont loin d'être 100% du papier. Alors avec à la clé, quelles conséquences? D'une part, on continue à traîner du plastique avec tous les dégâts qu'on a évoqués sur l'environnement au final. Et puis, en cours de route, ça pénalise fortement l'efficacité du recyclage. Parce qu'au passage, même si ce genre de choses est admis dans les filières de recyclage, en tout cas en France, parce qu'il y a plus de 50% de papier, hein, c'est là. Je vous en informe si vous ne le savez pas. Plus de 50% de papier, c'est admis dans la filière de recyclage papier. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est bien recyclé. C'est même totalement faux. En réalité, la présence du plastique perturbe le recyclage. Donc, par rapport à tout ça, le but, et en tout cas l'objectif de Silcoa, c'est d'apporter des solutions qui soient véritablement 100% ou presque papier, et qui pour autant contournent cette problématique de faiblesse du papier face à l'humidité. Donc c'est précisément la raison d'être de Silcoa. Alors qu'est-ce que l'on apporte? Silcoa apporte un traitement, une solution de traitement du papier. Alors quand on parle de papier, on parle donc de papier, on parle également de ce qu'on appelle la cellulose moulée. Cellulose moulée, c'est la boîte à œufs, hein, par exemple, mais qui existe aujourd'hui sous forme X variantes et sous plein de formes différentes. Alors, le traitement de Silcoa, il a un avantage qui est aussi un inconvénient, c'est qu'il est parfaitement invisible. Si là, je vous dis, regardez cette barquette de cellulose moulée, et si je vous la fais passer dans les mains, ça fera le même effet. Et si je vous dis, regardez celle-là, elle est traitée, l'effet waouh est assez limité parce que c'est parfaitement invisible. Mais pour autant, si je vous fais circuler cette barquette en cellulose moulée non traitée, elle risque de me rester dans les doigts avec de l'eau dedans. Et si je vous fais circuler la même barquette traitée, là vous percevrez la différence puisqu'en fait cette barquette va résister à l'eau. On va pouvoir constater sur cet exemple que cette sensibilité à l'eau de la cellulose a été en quelque sorte annulée par notre traitement. Alors, avant d'en dire plus, et puisqu'on est à Grenoble Tech and Fest, avant d'en dire plus sur cette techno, il faut dire que c'est la résultante originale d'un mariage, ou d'un rapprochement en tout cas, entre deux domaines d'expertise à la fois scientifique et industrielle de la région grenobloise, à savoir l'expertise des industries papetières avec l'école Pagora et le laboratoire LGP2 représenté en personne par Julien Bras ici présent, donc spécialisé dans les techniques et industries donc de la procédés et industrie de la papeterie. Donc jusque là vous me direz c'est logique, on parle de papier, il y a le laboratoire LGP2, bon ça va, mais un autre domaine d'expertise qui est celui de la microélectronique qu'on attendrait moins a priori, et en l'occurrence des procédés de dépôt physique habituellement utilisés pour traiter les surfaces comme le silicium ou les wafers de silicium, les panneaux photovoltaïques ou autres. Puisque, en fait, le traitement dont on parle, c'est un traitement qui s'appelle l'ALD, comme Atomic Layer Deposition, qui consiste en l'occurrence à créer un film d'alumine à la surface de ces objets-là ou de rouleaux de papier, un film d'alumine de quelques épaisseurs atomiques seulement. Donc c'est pour ça que c'est invisible au passage. Et donc ces quelques épaisseurs atomiques vont néanmoins permettre d'obtenir ces propriétés spectaculaires. Donc encore une fois, les produits
finaux traités sont soit des objets de ce type-là, soit, soit des sachets en papier, voilà, qui également auront des propriétés de résistance dite de barrière à l'humidité ou de résistance à l'état humide. Alors Silcoa, concrètement aujourd'hui, c'est une start-up qui a été créée mi-2022, qui compte une douzaine de personnes. C'est aussi des projets qui avancent avec un certain nombre de clients, donc principalement des industriels de l'agroalimentaire ou de la cosmétique, qui testent avec nous concrètement les propriétés obtenues sur différents papiers, différents cartons, différents objets en cellulose moulée, et voir en quelle mesure ça répond à une problématique de conservation de tel ou tel produit. C'est également des investisseurs qui ont fait confiance, puisqu'on a pu, l'été dernier, faire une première levée de fonds d'un peu plus de 3 millions d'euros en intégrant nos partenaires banquiers dans ce total. Et enfin, c'est aussi un projet industriel, puisque à l'été 2024, on va s'installer sur un site à Montbonneau, avec pour objectif de mettre en place une première ligne pilote industrielle et même initier des premières séries industrielles. Et dans l'immédiat, écoutez, je suis là pour répondre à vos questions sur ce procédé, sur cette solution. Merci. Bon, je crois qu'il y a plusieurs micros. Enfin, je sais pas si... Vous avez d'autres ou... Ouais. Bonjour, Vincent Pasteur, Schneider Electric. Est-ce que ce traitement apporte aussi une thermocellabilité? Alors non. En fait, ce traitement, il joue exclusivement sur le comportement à l'eau. Il ne modifie pas, au premier ordre, il ne modifie pas le reste, et notamment la scellabilité. Ce qui veut dire que, par exemple, dans un cas, l'exemple que j'avais tout à l'heure, là, le petit sachet. Voilà, typiquement un exemple comme ça, aussi simple qu'un sachet de thé, à minima, il faudra, enfin, en tout cas, sur la zone de scellage, parce que les industriels de la transformation qui élaborent les films papier de ce genre de choses sont capables, enfin certains en tout cas le sont, de déposer la colle ou un vernis scellant ou quoi que ce soit, un polymère fusible, uniquement sur la zone de scellage. Donc à minima, il faudra autre chose que du papier à l'endroit du scellage. Oui, j'en profite pour compléter, je n'ai pas cité de chiffre tout à l'heure, mais la quantité de matière à ajouter, j'ai parlé de quelques épaisseurs atomiques, hein, on se parle à l'arrivée d'un matériau, après notre traitement, qui est à 99,9 ou 99% de cellulose. C'est vraiment infime, la quantité de matière. Si on rajoute un film scellant, on va rajouter quelques pourcents pour assurer cette fonction de scellage. Et idéalement avec un matériau biosourcé, biodégradable, etc. Il y en a. Hein. Bon, bonjour. Du coup, suite au traitement, quel est l'impact pour l'aspect décomposition, voire recyclage, si ça devient résistant à l'eau? Est-ce que ça ne peut pas avoir l'inconvénient de sa qualité pour la fin de vie? Alors c'est ça le côté magique, hein. C'est que cet impact est nul. C'est-à-dire que le papier, on a pu déjà le vérifier, on a fait des tests normés pour s'en assurer. L'impact est absolument nul, aussi bien sur la recyclabilité que sur la biodégradabilité, la compostabilité. Alors on va poursuivre les démarches pour non seulement, au-delà des tests qu'on a pu faire, avoir les certificats associés, hein, mais c'est déjà quelque chose qui est établi. C'est bien l'intérêt de ces techniques, c'est que on apporte des propriétés généralement apportées grâce au polymère à coût nul, quasi nul, en termes d'impact sur les propriétés de la cellulose.
vous parlez d'alumine. Pour l'impact sur la santé, même s'il y en a peu de quantité, est-ce que vous l'avez évalué? Alors, ça renvoie à la question générale de tous les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, la problématique du contact alimentaire. Alors c'est un vaste sujet sur lequel on a commencé à avancer et on continue d'avancer. L'alumine, il faut savoir que c'est un additif qui est déjà... Il y a un domaine des emballages qui a été très, très étudié, très encadré, c'est celui des matériaux plastiques au contact alimentaire. Et pour éclairer la question, on peut déjà dire que l'alumine fait déjà partie des additifs autorisés dans les polymères à usage de contact alimentaire, ainsi que dans certains composés, même papier, des éléments de filtration par exemple. Enfin bref, des éléments en papier utilisés pour des filtrations, eh bien l'alumine fait également partie des additifs autorisés dans ces matériaux. Voilà. Alors en même temps, un élément qu'il faut rajouter, c'est que l'alumine, vous l'avez en contact, quand vous utilisez du papier aluminium, l'aluminium ménager, en réalité, qu'est-ce que vous avez en contact avec votre aliment? C'est de l'alumine, puisque l'aluminium s'oxyde spontanément à l'air, et l'alumine, c'est l'oxyde d'aluminium. Et donc, en réalité, tout objet en aluminium, en réalité, c'est l'alumine que vous avez en contact avec votre aliment. Voilà. Après, tout ça est complété par des études dites de migration, où on s'assure au contact d'un certain nombre de denrées alimentaires qu'on ne va pas retrouver une concentration supérieure à des seuils déjà déterminés, déjà établis, notamment en aluminium et d'autres matériaux, etc. Voilà. Mais on va dire que voilà, c'est un domaine qui est déjà en cours d'investigation et de preuve, on va dire, de notre côté, mais on peut déjà s'appuyer sur pas mal d'éléments rassurants. Eh bien... ah. Comme vous avez un projet industriel qui devrait démarrer bientôt, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de prix au mètre carré pour le traitement? Non. Non, je réponds de façon un peu caricaturale. Bien sûr que c'est un sujet qu'on regarde. Et maintenant, la réponse va varier énormément d'un matériau à l'autre, enfin d'un cas de figure à l'autre. Ce que je peux juste m'avancer à dire, c'est qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont parfaitement en cohérence avec les ordres de grandeur déjà en présence. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment les choses se présentent? Un industriel qui, on va nommer personne, qui utilise ce genre d'emballage en plastique et qui demain envisage en lieu et place d'utiliser un matériau base papier avec notre traitement et éventuellement avec dessus un traitement final pour assurer le scellage, etc. L'essentiel du surcoût va résider dans le fait de passer du plastique au papier. Voilà. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est quand même un matériau ultra optimisé. On en met des quantités, en l'occurrence, très très fines. Bref, ça permet une productivité exceptionnelle. Bon. Voilà. Donc le simple fait de passer au papier va amener un surcoût, et y compris des surcoûts dans la transformation, dans le conditionnement, etc., etc. Ce que l'on peut dire, c'est que le surcoût ensuite amené par notre traitement est d'un ordre de grandeur compatible avec ce changement. On va pas faire x5 par-dessus. On va rajouter peut-être quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, c'est de cet ordre-là. On reste dans les mêmes eaux. Voilà. Mais, disons-le, passer du plastique au papier,
ou d'une barquette plastique comme ça à une barquette comme ça, c'est plus cher. Bonjour. Est-ce que c'est compatible avec l'impression? Oui, oui. Alors on a déjà validé la compatibilité avec pas mal de techniques d'impression. Pareil, c'est quelque chose qui. Le charme du domaine de l'emballage, c'est que il y a un nombre de cas de figure hallucinant. Donc on va pas dire que toutes les techniques d'impression sont compatibles, mais on a déjà pu valider quand même pas mal de cas de figure. Et d'ailleurs, accessoirement, que l'impression soit faite avant ou après. C'est-à-dire qu'on peut traiter un matériau déjà imprimé. On ne peut pas forcément traiter un matériau qui a déjà un vernis scellant, parce qu'on chauffe un peu, donc ça va dégrader, ça va mal se passer. Par contre, on peut traiter un matériau déjà imprimé et on peut imprimer. En tout cas, la plupart des techniques d'impression marchent avec un matériau traité. Voilà. Après, ça demande à être validé parce que dans certains cas de figure, on peut avoir des modifications de tension de surface, ce genre de choses, de propriétés de mouillabilité. Donc voilà, si on rentre dans les détails, après, il faut checker au cas par cas. Bah, voilà, on a fait moitié exposé, moitié question, c'est parfait, c'est plus vivant. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention.